Comment développer un mindset de winner, de gagnant? Comment être déterminé chaque jour? Comment se motiver au quotidien? Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 87. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une interview spéciale avec Gregor Osbolt. Gregor, il est coach, il est aujourd'hui life coach et executive coach. Il intervient notamment en entreprise et il est entrepreneur depuis 10 ans. Il nous partage son parcours et il nous partage aussi son aventure parce qu'il a traversé la Manche à la nage il y a de ça 3 ans maintenant et il nous partage vraiment cette expérience, comment il s'est préparé mentalement, comment développer un mindset de winner, de gagnant, comment être déterminé chaque jour, comment se motiver au quotidien à travers justement son expérience personnelle et également ses expériences entrepreneuriales. Il nous a donné toutes les clés pour justement arriver à avoir ce mindset-là. Et c'était vraiment une interview super enrichissante. Je suis vraiment ravie de vous la partager aujourd'hui. N'hésitez pas à la noter et à me mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Ça m'aiderait beaucoup à faire développer le podcast et faire découvrir ces interviews plus enrichissantes les unes que les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Grégor, Salut Fanny, comment ça va aujourd'hui? un petit peu malade, mais ça va. Je vais parler un petit peu du nez, donc je m'en excuse déjà d'avance, mais ça va très bien. Oui, et ben écoute, tu seras le premier et le dernier intervenant sur mon podcast à parler du nez. Mais j'espère le dernier parce que j'ai pas envie d'avoir que des gens malades sur mon podcast. Mais en tout cas, je suis sûre que ça n'enlèvera rien en la qualité de notre interview qu'on va avoir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. C'est cool. Ravi d'être là. Je suis très content d'être là. Cool. Trop cool. Alors, tu sais, Grégor, moi, je pose 3 questions pour apprendre un petit peu à se connaître au début. Et notamment, la toute première, elle est toute simple, mais parfois, c'est la plus difficile. C'est est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Yes. Moi, je me considère comme un explorateur en slip de bain. Et ce que j'aime, c'est que, en fait, dans tout ce que je vis de manière générale, que ce soit entrepreneurialement parlant ou sportivement parlant, moi, ce que j'aime foncièrement, c'est d'aller voir tout le kaléidoscope des émotions qui existent. Et je profite de ça et je trouve que le sport comme l'entrepreneuriat, dans lequel je suis depuis à peu près une dizaine d'années, me donne ça. Et donc, c'est vraiment d'explorer plein de facettes par les émotions. Donc, voilà comment je pourrais me présenter en 30 secondes. Mais là, je crois que j'ai encore un petit peu de temps. Mais voilà, c'est comme ça que je pourrais me présenter. Cool, merci. On va approfondir de toute façon le sujet, tu auras plus de temps d'en parler. Bien sûr. Deuxième petite question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si je te faisais un virement de 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais Ouais. avec? Je ferais de l'investissement personnel pour pouvoir me créer un revenu passif et afin de ne pas avoir de problématique de nourrir, se loger, se blanchir, même si ça peut être un driver entrepreneurial. Et ensuite, j'achète un grand endroit en France, dans un no man's land français, où je pose une maison en plein milieu et des milliers d'arbres autour pour laisser la faune, la flore être telle qu'elle a envie d'être. Et voilà, je mets ça à disposition de personnes qui veulent protéger la nature et notamment aussi pour ma famille et pour les personnes qui sont autour de moi. Donc voilà, revenu passif et en parallèle, je fais un petit investissement pour la planète de manière générale et je mets un peu de thune chez Time for the Planet aussi, chez les copains de Time for the Planet. Ok, cool, ouais, de l'engagement. Pas d'immobilier ou de bourse, de crypto, des choses comme ça? Quand je dis je fais du passif, je vais jeter un coup d'œil à plein de choses différentes, mais moi, mes investissements, il faut qu'elles soient en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je veux laisser à mes enfants ou à mes petits-enfants. Donc, la pierre est quelque chose d'intéressant à mon sens. Après, ce serait plutôt de l'invest, moi qui émane du milieu startup, et j'aurais plutôt fait des invests sur certaines startups auxquelles je crois ou auxquelles j'ai un coup de cœur et un vrai feeling aussi avec les entrepreneurs. Donc, j'aurais plutôt tendance à perdre ma thune qu'à en gagner, mais en tout cas, le voyage vaudra autant que la destination de tout ça, quoi.
Mais on va y revenir sur ce sujet des startups, en effet, parce que tu es aussi engagé auprès de jeunes porteurs de projets, donc ça, c'est cool. Merci pour cette réponse. Et dernière question, est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie, que ça soit personnel ou professionnel? Ouais, grave, je viens de débarquer à Paris et ce qui est assez cool, c'est que quand tu expliques aux gens que tu connais personne, bah, tu as plein de gens qui t'ouvrent plein de portes sur plein d'environnements, plein de milieux, plein d'endroits qui émanent pas que du milieu dans lequel je suis et que ça soit dans le milieu artistique, et ça, en fait, c'est super plaisant. Donc, ouais, il y a plein de belles choses qui s'ouvrent à moi, en ce moment et ça donne la patate. Cool. Alors, normalement, quand je dis choses positives, les gens me disent j'ai quitté Paris et je suis super contente. Alors, je rigole, je vais me faire taper sur les doigts sur ce podcast, mais c'était pour faire un peu une touche d'humour. Mais cool, écoute, c'est ton choix parce que les opportunités, je pense, elles y sont là-bas et du coup, c'est chouette pour toi. On va en parler. Justement, moi, j'aimerais bien que tu me fasses un retour pour bah, justement cette première question d'interview sur un flashback de ton parcours. T'as fait quoi comme études? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu voulais faire à la base? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, coach et t'accompagnes aussi les autres entrepreneurs? Enfin, explique-nous un peu tout ça, peut-être dans les grandes lignes, mais d'où tu viens? Yes, moi, je suis maçon de formation. En fait, j'ai un bac professionnel en maçonnerie et ensuite, après, j'étais conducteur de travaux en bâtiment. Donc, quand tu parles d'immobilier, de construction, on va dire que c'est quelque chose qui me parle. J'ai encore des potes qui m'appellent, même 12 ans après, qui m'appellent encore pour me demander des conseils là-dessus, alors que je dois être un peu dépassé. Mais ouais, en fait, moi, j'émane du milieu de la construction et j'ai appris à travailler de mes mains sur les chantiers de manière générale. Donc, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours construit, qui m'a toujours suivi tout au long de mes péripéties. Et en fait, pour la petite anecdote, je vais pas le faire de manière chronologique, mais à l'âge de 20 ans, malheureusement, j'ai perdu mon père, qui était chef d'entreprise d'une petite boîte industrielle qu'on a vu monter. Il est passé de 3 personnes à plus d'une vingtaine de personnes. Et en fait, quand on l'a perdu derrière, ça a créé une très très grosse frustration en moi, puisque à l'époque, c'est ma sœur qui a repris l'activité, cette activité-là et moi, ça m'a énormément frustré parce que je voulais mettre la main à la pâte, je voulais aller aider et je voulais aller faire alors que j'en avais pas les connaissances, le savoir, ni même les compétences, ce qui est normal à l'âge de 20 ans. Mais en fait, est née cette frustration-là de vouloir comprendre et analyser, ce qu'était l'entrepreneuriat ou du moins, développer, une entreprise et une activité, de manière générale. Donc, en fait, voici les 2 choses qui m'ont vraiment, structuré et formé et la troisième, avant d'entreprendre, c'est surtout que, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans une dizaine de pays, avec mon sac à dos et je me suis amusé à aller rencontrer plein de cultures différentes, plein de choses sans avoir de plan et tu vois, pour, quelqu'un qui aujourd'hui, prône, les objectifs et prône ce besoin-là d'avoir quelque chose à viser, ça a été vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour moi de me laisser, porter par, les rencontres, par, les personnes que j'avais en face de moi. Donc, voilà, j'ai vraiment voyagé et tout ça en payant mon voyage, en faisant, plein de petits boulots, à droite à gauche. Donc, j'ai fait plein de jobs qui vont de déménageur de piano à travailler dans des fermes d'huîtres perlières. J'ai été serveur et bartender dans des bars plus ou moins bizarres. Enfin voilà, je me suis vraiment amusé à faire plein de choses que je n'aurais pas fait de moi-même, pendant pendant cette partie-là et ensuite après j'ai eu l'appel vraiment sur une idée, personnelle. J'ai eu l'appel vraiment, d'entreprendre et pour ça, je me suis entouré pour le faire et c'est de là est née ma première boîte et ça va faire maintenant, un peu moins d'une dizaine d'années que je peux dire que j'entreprends ou on va dire que j'entreprends des choses qui me font vibrer et qui me tiennent à cœur. Cool, bien résumé. C'est marrant parce que depuis que moi aussi je suis entrepreneur, j'ai beaucoup voyagé aussi. Et en fait, j'ai l'impression de faire l'inverse. Tu sais, je vivais beaucoup le moment présent à l'époque. On réfléchissait pas avec nos voyages et tout ça. Et puis maintenant, ben, on pose des actions, mais on vit différemment le moment présent, je trouve. Enfin, ça n'a plus rien à voir en fait. Maintenant, on pose des actions concrètes et on a des objectifs hein, qui nous poussent. On va y revenir. Donc du coup, quand tu dis je suis entrepreneur depuis 10 ans, qu'est-ce que tu fais concrètement? Heu Moi, j'aime moi, contrairement à beaucoup de personnes, j'adore résoudre des problèmes et j'adore la feuille blanche.
Et en fait, il y a un truc qui me fascine, c'est comment aller pouvoir résoudre un problème qui m'est soit arrivé dans mon entourage ou qui s'est retrouvé de l'autre côté, enfin qui est emmené par quelqu'un, par un client ou par un user potentiel. Et en fait, c'est né de ça. Donc là, aujourd'hui, présentement, moi, j'ai vraiment une boîte où je fais la partie coaching en développement personnel avec des exécutives et des sportifs de haut niveau. Mais pour moi, cette boîte-là a toujours été un side project. Ça n'a pas été du tout quelque chose que je voulais faire et mettre en place au départ. Et donc, je vais en revenir à la toute première boîte que j'ai créée, qui était d'une problématique qui émanait de ma grand-mère. Elle était tombée dans son logement et je me suis demandé comment moi, maçon, conducteur de travaux, je pouvais adapter correctement le logement des seniors en situation de dépendance. Et en fait, j'ai développé un rêve qui était de monter le métier de care manager qui existait en Angleterre. On a développé un diagnostic pour le compte des assureurs, des mutuelles et des caisses d'assurance de retraite, donc qui étaient mes clients, pour aménager les 2 millions de logements à l'époque. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Il y avait 2 millions de logements adaptés aujourd'hui pour les besoins fondamentaux des seniors. Et nous, derrière, on avait développé tout un réseau de diagnostiqueurs. Donc c'était des pompiers, des anciennes infirmières et surtout beaucoup de personnes du service à la personne qui allaient prendre un diagnostic et qui allaient trouver des solutions de valeur chez elles. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime, c'est de partir d'une feuille blanche et de me dire, OK, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et on peut parler du pitch sans aucun problème. Et ensuite, derrière, c'est comment on emmène le projet à bout. Au moins, on va aller tester et voir si ça fonctionne. Et donc, il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est me prendre des portes et essayer de comprendre pourquoi la personne n'achètera pas mon produit ou mon service. Parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental qui fait très, très mal, qui entrepreneurialement parlant est très dur et qui humainement peut être très dur et identitaire. Mais je trouve que c'est là-dedans que tu vas aller essayer d'aller comprendre et d'analyser ce que veut foncièrement la personne qui va être potentiellement ton futur client. Donc voilà, c'est vraiment la première boîte que j'ai montée. On a levé un peu d'argent, on a fait du love money autour de ça. Et c'est ma toute première expérience entrepreneuriale. J'avais 4 salariés avec lesquels je travaillais. Vraiment, on était une petite famille et on a vraiment développé ce sujet-là. Ce sujet-là. Donc Mais, voilà pour... mais Ouais, cette boîte, elle existe toujours ou qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as revendue? Qu'est-ce qui s'est passé? non, cette boîte n'existe plus. En fait, une bonne idée et une bonne idée et un feedback client ne veut pas dire qu'il va y avoir une boîte qui va aller derrière. On a gagné des prix entrepreneuriaux à plus savoir qu'en faire. Je savais même plus où foutre les prix. En fait, le pitch en tant que tel était excellent, l'idée était excellente. On avait rencontré beaucoup de clients, j'avais mis beaucoup de service à la personne, mais je me suis planté. Je me suis planté, c'est pas je suis en train de me fouetter, je me suis planté sur, en fait, il y a un truc que je n'ai pas vu venir sur ce projet-là, et au bout de 3 ans, je regarde fondamentalement mes chiffres et je me dis, mais il y a un truc qui marche pas. Et en fait, je me suis planté sur un truc que je n'avais pas vu, qui était un truc assez philosophique, c'est que personne, personne ne veut parler de son vieillissement. Personne n'a envie d'acheter des produits pour les vieux. Tout le monde te dit, oui, je sais pas quoi faire avec mes parents et mes grands-parents, je saurais pas quoi faire s'il se passe avec mes parents et mes grands-parents, mais tant que ça n'arrive pas, personne va aller faire du préventif et quand ça arrive, tu vas juste aller acheter du produit et tu vas pas essayer d'optimiser ou d'aller trouver les meilleures solutions de valeur qui vont derrière. Tu vas aller prendre avec ce que tu connais, qui sont les montées escaliers, qui sont ces choses-là. Et en fait, je me suis planté sur cette sensation client. En fait, je me sentais maître du monde à l'époque. Je voulais vraiment tout cartonner. Tout le monde nous disait qu'il y avait un boulevard et que c'était incroyable. Mais j'en ai appris quelques leçons. Et j'en ai plein de leçons sur cette activité-là. Mais ça a été vraiment que personne ne voulait foncièrement acheter. Tout le monde était d'accord qu'il y avait un problème, mais personne ne voulait acheter. Et donc ça a été vraiment une très belle, grosse leçon d'humilité. Hmm. Waouh, ok. Donc là, si je récapitule, tu as eu cette première expérience entrepreneuriale, 4 ans, ça a Ouais, duré. ouais. Ça te prenait tout ton temps, quoi, clairement. Si je vais parler en tant que coach, c'était mon identité. En fait, je Ouais. vivais, je mangeais, je buvais cette structure. Et Hmm. cette structure était moi. Il y avait que Hmm. ça. Il y avait rien d'autre autour. En fait, j'ai aussi ce truc chez moi où quand je commence quelque chose, je fais des all-in avec tout ce que j'ai. Ce qui n'a pas été forcément quelque chose
de très positif. Mm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, cette activité a duré 4 ans entre le démarrage de l'idée jusqu'à la liquidation totale du projet. Ça a duré 4 ans. Mais alors, attends, là, il y a un truc qui me fascine et je suis sûre que ça va intéresser les gens qui écoutent mon podcast parce que 4 ans, c'est aussi la durée un petit peu, voilà, des gens qui peuvent écouter mon podcast du moment où ils se sont lancés à aujourd'hui. Alors peut-être que ça fait un peu moins parce que évidemment, il y a eu la vague des entrepreneurs de 2020 qui se sont lancés, beaucoup de coachs, etc. Donc je sais enfin voilà, dans mon audience et dans mes clientes que j'accompagne, on en est tous un peu aux alentours de ces 2 ans, 3 ans. Comment on fait concrètement et comment tu as fait pour en fait, tu vois, tu es toujours entrepreneur et ça fait 10 ans, tu passes 4 ans avec ta boîte, corps et âme, là, à la développer, tu as la liquidation judiciaire. Comment on fait pour se relever et se dire, OK, je continue l'entrepreneuriat? Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse et qui, je pense, va aussi intéresser l'audience. C'est se dire comment on fait pour garder un mindset finalement, bah, de se dire, voilà, c'est pas grave, je m'arrête pas sur ça et je continue. Tu pleures. C'est le premier truc que tu fais, c'est que tu pleures. En fait, 95% de ta vie est axée là-dessus. Et c'est ce qu'on a discuté juste en démarrage. Moi, j'ai eu des dettes par rapport à ça. En fait, ma plus grande crainte, elle était de faire un défaut de gestion. C'était ma plus grande crainte. Donc, et avec les défauts de paiement et ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, en fait, moi, j'ai voulu absolument repayer la plupart d'URSSAF et autres parce que je voulais absolument pouvoir reprendre un mandat social dans la foulée. Donc, je me suis retrouvé avec plus de moins 30 000 balles de dettes sur mon compte en banque. Donc, je sais ce que c'est que de se retrouver à ce truc-là. Et comment tu gardes la foi, en fait, premièrement, euh, t'as pas le choix. Enfin, quand tu es en slip sur ton canapé en train de pleurer, mais que t'as pas une thune et que tu peux pas bouffer, en fait, à un moment donné, il faut te relever et aller bouffer, quoi. Enfin, donc moi, je suis allé prendre des petits jobs à droite à gauche avant de vraiment pouvoir me reposer. J'ai fait des jobs très durs, pas longtemps, mais en fait, tu trouves toujours un moyen. Et moi, il y a un espèce d'instinct de survie qui est revenu, qui était de me dire, et si tu t'entourais de la même manière que tu t'es entouré quand tu as entrepris, et donc je suis allé dans une association qui venait de démarrer à l'époque à Lyon, qui s'appelait 60 000 rebonds. Elle avait démarré peut-être un petit peu avant, et en fait, 60 000, qui en fait maintenant est connu un peu de partout. Bah, je suis allé chez eux. Et eux m'ont vraiment aidé. D'ailleurs, ils m'ont mis à dispo un coach, ils m'ont mis à dispo plein de personnes autour de moi pour montrer que j'étais pas le seul. Et puis ça t'aide à relativiser. Moi, en face de moi, j'avais des mecs qui avaient des défauts de paiement de plusieurs millions d'euros. Moi, j'avais une petite boîte, en fait. Ok, c'était un truc qui était très irrationnel parce que émotionnellement touché par rapport à ma mère, à ma grand-mère, à tout ce qu'il y avait autour. Mais c'était plutôt le bonhomme qu'il fallait réparer. Donc, là, je suis allé regarder en face et à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités et voir où là où tu as eu faux. Et là où ça t'as pas été bon et où là, tu vas pouvoir aller recranter, t'améliorer et autres. Et donc, petit à petit, tu reprends pied. Et moi, j'ai repris pied en redémarrant une boîte avec plusieurs cofondateurs sur le traitement de la data et la big data des véhicules de société. Je vais t'enlever ça tout de suite. C'est comment faire baisser le coût d'une flotte de véhicules comme un groupe comme la SNCF qui a plusieurs millions d'euros de budget pour faire grandir une flotte, enfin pas faire grandir, mais entretenir, pardon, une flotte de véhicules. Et nous, on avait développé une techno autour de ça, qui avait été repérée par Michelin et qui avait mis de l'argent sur la table. Et donc moi, je suis parti avec eux pour aller développer une autre boîte et une autre activité dans d'autres conditions, avec d'autres choses de manière générale. Donc en fait, tu t'avances. De toute façon, quand tu as envie de manger, tu as envie de manger, hein. Ouais, mais je veux dire, ma question était aussi tournée beaucoup sur l'entrepreneuriat, du genre, comment on fait pour garder cette flamme quand même en se disant, bah non, bah en fait, s'il faut, c'est pas fait pour moi, j'ai passé 4 ans, cette boîte, elle a pas marché, bah tant pis, je vais rester salarié toute ma vie. Tu vois, ça peut être des pensées Bien sûr. qu'on pourrait avoir. Ces pensées, elles sont restées. Pour te dire, le jour où j'ai récupéré un tout petit job, le jour où je suis arrivé là, la première pensée que j'avais et qui est arrivée, qui était, Grégor, tu n'imagines pas le nombre de personnes qui ont entrepris peut-être une fois et qui se retrouvent à faire ce job pendant 20 ans. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire?
Et en fait, il y a un truc d'ego, il y a un truc derrière qui est venu vers moi en disant, mais non, c'est pas toi. Mais toi, tu as besoin de manger, tu as besoin, tu vas donner ton meilleur, tu vas monter avec les autres équipes, tu vas te marrer, tu vas. En plus, j'étais allé faire un petit job vraiment hyper léger, donc c'était génial. Et ensuite, ça m'a remis le prêt à l'étrier, puis je suis allé revoir, et puis j'ai commencé à réactiver mon réseau, et puis bah, voilà. Et en fait, c'est comme ça que c'est monté. Moi, par contre, je crois pas à cette histoire de flamme. La flamme va aller, des fois, elle va être toute petite, des fois, elle va être hyper grande, des fois. Et en fait, je pense que l'acte d'entreprendre, c'est être en capacité, en fait, d'entretenir cette flamme et d'accepter que des fois, elle est toute petite. Et moi, je crois pas au tout entrepreneuriat ou au tout salariat. Il y a plein il y a plein de passerelles qui existent, même si moi, j'ai tout de suite voulu réentreprendre. Mais en fait, euh, ça c'est pour travailler avec des intrapreneurs aujourd'hui, avoir monté des programmes d'intrapreneuriat. Je te garantis que les mecs qui intraprennent au sein de gros groupes sont 100 fois plus excellents que si tu les mettais derrière leur PC à démarrer tout seul derrière une feuille blanche. Et donc, en fait, voilà, c'est comment tu prends cette petite flamme et tu la gardes et tu la protèges à des moments donnés où tu es down. Et ensuite, après, tu la fais grandir quand tu es sur des projets qui commencent à toucher de plus en plus ta foi et ta passion, quoi. Cool. Là, on sent le coach qui est en train de, de parler, le mentor un peu, qui est en train de parler. C'est chouette. Et alors, du coup, comment t'en es arrivé justement à ce monde-là, plus ou moins du coaching, de la PNL, de toutes ces choses-là? Comme je vous l'expliquais, l'un des sujets marquants de ma vie, ça a été la perte de mon père à l'âge de 20 ans. Et en fait, j'ai eu énormément de tristesse et que j'ai pas su quoi en faire. Et donc, comme beaucoup, je me suis réfugié dans plein de choses, dans l'alcool, dans les clopes. Je me suis réfugié dans les sorties, je me suis réfugié dans les séries, je me suis réfugié dans plein de trucs. Et en fait, je creusais step by step ma tombe, en fait, tout simplement. Et jusqu'au jour où j'en ai vraiment eu marre, mais ça a été vraiment dur parce que j'étais vraiment dépressif et je voulais pas me faire aider et ça a été vraiment à quelque chose où petit à petit je creusais ma tombe et en fait bah ça a été ma sœur un jour qui m'a tendu le livre de Tony Robbins qui était Pouvoir illimité et en fait bah, faut dire qui a transformé ma vie, en fait. Qui m'a donné une autre manière, un autre pattern, une autre manière de faire, une autre manière de voir la vie. Euh, et, et notamment chez Tony, dans ce livre, il y a un exercice que je trouve incroyable où il te demande de prendre des feuilles et il te dit d'écrire ce que tu rêverais de faire ou où est-ce que tu rêverais de réaliser et tout ça. Et en fait, bah, ce truc-là, moi, m'a énormément servi parce qu'en fait, ça m'a donné la possibilité de voir autre chose que la vie et le désert, que ce soit psychique, émotionnel, qui était très horrible pour moi. Et donc, en fait, c'est comme ça que je suis rentré dedans et puis j'ai testé des milliers et des milliers de choses pour moi, pour ma santé. Donc, j'ai arrêté totalement de fumer. Je bois plus du tout d'alcool depuis énormément de temps. J'ai commencé à prendre vraiment soin de ma santé en itérant. Et en fait, j'ai passé ce système itératif jusqu'à qu'on vienne me voir et qu'on me dise, tiens, Grégor, tu voudrais pas faire ça. Tiens, Grégor, tu voudrais pas faire ça. Tu voudrais pas le faire pour des étudiants. Tu voudrais pas. Et en fait, moi, c'est monté vraiment ultra naturel. En fait, quand je dis ultra naturel, je fais ça depuis 2016. J'ai commencé à coacher à l'EM Lyon. Et puis, en fait, je suis monté petit à petit en puissance. Et en fait, c'est comme ça que c'est né. Et par le fait d'apprendre au minimum 1 heure par jour, constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de vouloir exceller dans ce que je fais. Donc c'est vraiment ce truc-là de vouloir sortir de ça. Et si je prends avant la période de ce décès-là, je me suis toujours senti un peu médiocre dans la vie, j'en ai eu marre. J'en ai eu tout simplement marre de vivre une vie médiane et moyenne et en fait de pas aller chercher ce qui me faisait moi vibrer profondément. Et c'est ça que je suis allé trouver, c'est ça que je suis allé regarder. Et notamment, il y a plein de choses que j'ai réalisées, au-delà d'entreprendre, au-delà des 2 autres boîtes, si tu as envie d'en parler avec plaisir. Mais tu vois, c'est vraiment d'entreprendre des choses au sens noble du terme, l'acte d'entreprendre. C'est ça qui m'a éclaté. Et donc, c'est ce qui m'a fait rentrer dans ce sujet-là. Ok, ouais, merci de ce partage. Et, en effet, je pense que c'est le point commun que je vois chez les personnes que j'interviewe ou les coachs aussi. Il y a un élément déclencheur, évidemment, qui fait qu'à un moment donné, on s'intéresse un petit peu à tout ça. Lecture de livres, et puis enfin, de fil en aiguille, tout se fait petit à petit.
Et jusqu'à un jour où on se dit, bah, tiens, si moi aussi je le devenais, puis finalement c'est une suite logique. Et ce que je vois comme point commun, c'est que on se lasse pas de notre sujet et que tous les jours, comme tu dis, on a besoin d'en apprendre davantage, de lire, que ça soit 1 heure par jour ou des choses comme ça, mais c'est non-stop, c'est tout le temps. Et du coup, justement, bah, comme tu le disais, tu t'es aussi développé personnellement, et je voudrais qu'on parle ben, de ce pourquoi je t'ai aussi invité sur ce podcast, pas non seulement entrepreneuriat, mais comment on développe ce mindset, ben, on va dire, pas de gagnant, mais je lâche rien. Et notamment, je voudrais parler de la traversée de la Manche que tu Ok. as fait. Alors juste pour remettre dans le contexte, Grégor et moi, on s'est rencontrés à la retraite de Marie-Isolée en septembre 2022. Et du coup, Grégor était l'un des coachs qui devait nous faire baigner dans l'eau froide le matin à 7 heures du mat. Bon, finalement, l'eau n'était pas si froide que ça, donc ça allait parce qu'on était au mois de septembre et qu'il faisait encore chaud. Mais bon, quand même, ça a été un exercice où on a eu toute une préparation en amont. Et du coup, Grégor nous a vraiment coachés et préparés en amont et nous a aussi raconté son histoire. Donc, est-ce que tu peux nous la partager ici? Yes. Parmi les réalisations et parmi cette fameuse liste dont je parlais émanant de Tony Robbins, euh, il y avait l'entrepreneuriat. Il y avait le deuxième, c'était toute la partie intellectuelle. Donc, je me suis mis à relire. J'ai lu tout Zola, j'ai lu plein de choses différentes, en fait, à vraiment me réouvrir. Et la troisième, c'était la partie sportive, celle dont on va parler maintenant. Euh, ouais, je suis nageur. En fait, c'est pour ça que je disais explorateur en slip de bain. Je suis nageur d'ultra distance. Alors, l'ultra distance, pour moi, c'est en dessous de 5 kilomètres, voire 7, ça m'intéresse pas. Ce qui m'amuse, c'est de pouvoir aller d'un point A à un point B. Donc, quand je vois un lac, moi, l'objectif, c'est d'aller de l'autre côté. Et ça me fait toujours marrer. Et en 2019, je suis devenu le 23e Français à avoir traversé la Manche à la nage, muni de mon slip de bain, d'un bonnet de bain et d'une paire de lunettes. Et donc, j'ai eu un très, très gros travail préparatoire avant tout ça pour pouvoir me permettre, ne serait-ce que d'avoir un bateau et pour pouvoir me permettre de prétendre à ça. Si tu me laisses une minute, je vais contextualiser ce qu'est la traversée de la Manche à la nage. C'est considéré comme l'Everest de la natation en eau libre. Everest parce qu'il y a moins de gens qui ont réussi la Manche par rapport à l'Everest et c'est surtout la plus difficile. Difficile pour trois raisons. La première, c'est la distance. On est à 3,7 km selon la police et selon les manifestants, avec les courants, on peut monter jusqu'à 40, 50 et il y en a même qui sont montés jusqu'à 60. Donc, on peut facilement doubler le nombre de kilométrages. Donc, les courants, sachant que vous avez un courant de face quand vous arrivez en France. Donc, c'est une très grosse difficulté, ce qui emmène qu'il y a 85% de taux d'échec. Donc, c'est pas anecdotique. Le deuxième, c'est le froid. Il faut nager dans une eau, pour moi à l'époque, médian de l'ordre de 16 degrés avec des plaques qui vont aller descendre jusqu'à 10. Donc, c'est d'apprendre à gérer, d'avoir une grosse gestion du froid de manière générale. Et ensuite, la troisième, c'est apprendre à gérer ses peurs, nager la nuit, nager dans des conditions de tempête, nager dans des conditions météorologiques qui sont pas la piscine, quoi. C'est vraiment des conditions qui peuvent être vraiment ultra challengeantes. Et donc, en fait, ces trois conditions réunissaient mon envie de pouvoir aller toucher à l'extraordinaire. Et mon extraordinaire, pas ceux des autres, mon extraordinaire, j'avais envie de réaliser un truc qui en fait, me connectait à tout ça et de vivre tout le voyage à moi. Donc, voilà ce qu'est la traversée de la Manche à la nage. Et comment tu te construis un mindset comme ça. Euh, Déjà, c'est d'être hyper clair sur ce que tu as envie de faire et comment tu as envie de le faire. Ça, c'est un truc fondamental. Quand je dis hyper clair, ça veut dire que c'est déjà de se focuser sur combien de temps on va déléguer et quelle est notre perte acceptable pour aller à la réalisation de cet objectif. Moi, ma perte acceptable, elle était simple. Elle ne devait pas prendre plus de 35% de ma vie parce que je voulais pas que ça devienne mon identité, mais 35% de ma vie parce que vous allez voir le nombre de kilomètres, mais ça demande quand même un sacré taux d'engagement. Le deuxième, c'est que ça ne nuisait pas à ma relation de l'époque. Donc s'il y avait le moindre risque ou que ça puisse nuire à ma relation, j'arrêtais.
Et vraiment, le troisième perte acceptable, c'est bien sûr ma vie, parce qu'on on reste pas 14 heures dans une eau à 16 degrés sans avoir s'être préparé et sans des risques d'hypothermie. Malheureusement, il y a eu des décès. C'est vraiment une épreuve qui est vraiment très éprouvante physiquement et physiologiquement, et même mentalement. Et donc voilà, c'est déjà accepter qu'il y ait cette peur, accepter ça. Et enfin, et ensuite, le truc vraiment, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est la puissance de la répétition quotidienne. En fait, et tu parlais de rentrer dans de l'eau froide, tout le monde peut rentrer dans de l'eau froide. Tout le monde. J'emmène des groupes nager dans des eaux entre 0 à 5 degrés. Tu restes pas longtemps, mais tu y restes et tu sors. Par contre, le truc le plus difficile à faire, c'est de pouvoir le répéter tous les jours. Et parce que tu sais ce qui va t'arriver le matin. Et donc, tu as un gros travail de préparation à faire dès le matin pour pouvoir encaisser la charge et le volume de travail qu'il va y avoir derrière. Et donc, pour construire ça, moi, j'ai développé une stratégie qui est de me connecter à la gratitude de pouvoir aller à la réalisation de cet objectif. Et j'ai passé mon temps à me connecter, à me voir sur la plage, en levant les mains et en y mettant une grosse énergie émotionnelle dessus. Et dès que j'arrivais dans quelque chose de très très dur, je me reconnectais à cette image. Et en fait, on en vient à la balance de pain and pleasure, de plaisir et de douleur. Et en fait, de se connecter au plaisir à moyen long terme que ça va être de pouvoir réaliser ça. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un game changer parce qu'en fait, ça m'a permis de ne pas subir de manière quasi constante les entraînements. Et je vous garantis que j'ai pas eu envie d'y aller tous les hivers et tout le temps, parce que ça m'a pris quand même 1300 km d'entraînement en une année. Donc ça revient, je nage 3,5 km/h, donc ça m'a quand même demandé une très très grosse partie de mon temps dans des conditions météorologiques totalement différentes, en conditions de tempête et dans plein d'endroits. Donc ça vraiment, c'est un point vraiment hyper fort. Et le deuxième, c'est vraiment, c'est vraiment de donner le meilleur de moi chaque jour. Ça peut paraître très trivial ce que je suis en train de dire, mais par exemple, j'ai pris 200 bains froids à 10 degrés pendant 30 minutes, euh, pendant une année consécutive. Et donc, en fait, ce mécanisme d'entraînement-là, je me posais tous les jours la question de savoir comment je peux l'améliorer, comment je peux rester plus longtemps, qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir pousser mon corps à pouvoir prendre un cran complémentaire, un cran complémentaire, un cran complémentaire. Et en fait, c'est ce mécanisme-là qui m'a permis, et j'ai quand même mis 8 mois avant de me dire que je pouvais, que je me donnais le droit de le faire. Et donc, ça veut juste dire que pendant ces 8 mois, j'ai dû dealer tous les jours avec moi-même et négocier tous les jours avec moi-même pour apprendre à monter petit à petit en puissance sur cette phase d'entraînement. Donc ça a été vraiment quelque chose d'hyper fort sur la préparation mentale, quoi. Ouais, waouh. Donc il y a eu la préparation physique et mentale qui ont été combinées, si j'entends bien. Et alors après, du coup, le jour J, parce que là, tout à l'heure, tu as dit quand on arrive en France, donc ça veut dire que tu es parti d'Angleterre, c'est ça? Ouais, je suis parti à 2h06 de Folkestone et je suis arrivé donc des White Cliffs et je suis arrivé à 16h01, à 17h01 avec le décalage horaire à 17h01 sur les côtes françaises. Ouais. Ok. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était en 2019. Ok. Et donc du coup, comment ça s'est passé ce jour J? Alors, t'as été suivi? Ouais, je pense que est-ce que t'avais prévenu la presse? Comment t'avais fait pour En fait, non, je n'ai pas prévenu la presse, j'ai pas prévenu ce qu'il y avait autour. Je voulais juste faire un deal entre moi et moi-même. Tu peux Ouais, regarder ma page Facebook, il y avait ouais. 500 personnes. Enfin, en fait, moi, je voulais travailler un truc chez moi. Je viens d'une famille qui fait pas de vagues. C'est quand même un peu. J'ai une famille d'immigrés qui fait pas de vagues. Le but, c'est pas de communiquer sur ce qui se passe ou sur ce qu'on va faire et autres. Et en fait, j'avais ce besoin assez fort de pouvoir aller voir si physiquement j'étais en capacité de le faire. Et en fait, j'ai enlevé tout ce qui pouvait me mettre la pression ou tout ce qui pouvait être une pression, une fausse pression autour de moi. Et donc en fait, typiquement, c'est pas des choses. Après, j'ai fait de la presse. Après, on a discuté. Forcément, les gens parlent autour. Et au bout d'un moment, il y a eu des choses. J'ai fait beaucoup de podcasts. J'ai beaucoup parlé de cet événement. J'en ai fait des TEDx et j'ai fait plein de conférences en entreprise. Et j'ai beaucoup de rapports avec ça. Et j'adore. Mais par contre, moi, j'étais pas du tout dans ce truc de devoir communiquer. J'étais plutôt dans ce truc de, OK, tu vas quand même tenter un truc extraordinaire où il y a 85%
de chances que ça se plante. Le seul truc que tu vas faire, tu vas communiquer avec des gens qui croient fondamentalement en ça et qui vont se mettre au service du projet et avec lesquels tu vas prendre un plaisir infini. Et en fait, c'était un trip perso. J'ai pris un plaisir infini. J'ai vécu une bromance avec mon coach de nage, qui s'appelle Mathieu Tivol, où on a vécu des moments de grâce incroyables parce qu'en fait, on est allé à des moments d'entraînement où en plein mois de février, on n'est que tous les deux au milieu de l'eau où on voit pas à 2 mètres et on passe des moments fous. En fait, moi, c'était vraiment dans l'envie, pas de faire de show-off, de dire il se passe ça. Comme je te l'ai dit, moi, je suis un explorateur. Ok, l'explorateur, il n'a pas une obligation réelle de communiquer sur tout ce qu'il fait. Par contre, tout ça, là, c'est en moi, ça m'a construit en tant qu'homme, ça m'a construit en tant que coach, ça m'a construit en tant que personne, mais c'était d'abord un truc pour Grégor et de le partager avec 3-4 personnes autour de moi. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très fort et sur lequel je regrette pas du tout d'avoir fait. Waouh. Et du coup, donc, donc t'as mis 14 heures finalement, c'est ça? Ouais, ça m'a pris 14 heures et 1 minute. 14 Dans... heures. Et dans ces 14 heures-là, alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où ça a été plus compliqué et comment t'as fait pour finir ou pour, je sais pas comment t'appelles ça, mais pour terminer, est-ce qu'il y a eu un moment donné où je suppose il y avait peut-être un bateau qui te suivait, tu t'es dit ça y est, j'abandonne, je remonte dessus ou... Moi, j'ai monté un protocole d'ailleurs que je réutilise tous les matins, qui est mon mini miracle morning personnel qui mélange respiration, qui mélange euh, euh, gratitude, qui mélange montée en énergie, que je réutilise encore beaucoup. En fait, quand tu me vois sur le bateau, je suis une machine de guerre. Personne ne peut m'arrêter. En fait, ce que je veux dire par là, c'est concrètement, qu'est-ce que 42 bornes face à 1300 km d'entraînement? Qu'est-ce que 42 km face à 1300 km d'entraînement? En fait, j'ai tout fait pour désémotionner ce rendez-vous. Et d'ailleurs, mon coach me voit après ma préparation mentale, je me pose, je suis avant de monter sur le bateau, je suis dans une concentration maximum. En fait, moi, je me suis préparé à me dire qu'il y a que 2 personnes qui peuvent m'arrêter. L'officiel qui est sur le bateau ou mon coach qui voit que je suis en état d'hypothermie et qu'il faut absolument s'arrêter. C'est les 2 seules personnes qui peuvent m'arrêter. On a enlevé tous les parasites externes, on a enlevé, en fait, on a sécurisé, que ce soit les rationnements, l'alimentation, tout ce qu'il pouvait y avoir autour. Tout était pas millimétré parce que je fonctionne pas du tout comme ça, mais tout était là on avait réuni et aligné les conditions pour pouvoir le faire. Donc, j'ai même prié pour que la Manche me laisse passer. J'ai fait de la méditation de vent. En fait, voilà, pour moi, il y avait un côté très spirituel aussi là-dedans et j'ai fait on va dire, une méditation plus ou moins longue pendant 14 heures, quoi. Et ouais, oui, seul face à toi-même. Et du coup, c'était à quelle période? C'était au mois d'août, donc j'avais aussi, on en vient aussi, il faut être smart. Moi, j'ai étudié. J'ai étudié, en fait, et j'ai regardé les chiffres, à quel moment il y avait les meilleurs temps de passage ou les taux de passage qui existaient. Avant de me dire, ouais, je vais faire comme ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, j'ai vraiment étudié. Pas millimétré, j'ai étudié. Et en fait, c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir, de pouvoir trouver la bonne fenêtre de tir et avec les bonnes conditions météorologiques. Mais sache, quand j'ai démarré le matin, moi, il y avait 1,42 m de vagues. La nuit, il était 2 heures du matin, il faisait nuit noire. Il y avait à peu près 1,42 m de vagues toutes les 4 secondes où tu prends des vagues dans la gueule et t'en bouffes pendant 4 heures. Donc là, t'apprends l'humilité, t'apprends t'apprends à te laisser glisser, t'apprends à ne pas t'énerver, t'apprends en fait vraiment à gérer ce truc. En fait, la performance, elle vient par à des moments juste de laisser faire et de lâcher prise. Et moi, ma concentration sur ces moments-là, c'était juste de respirer. En fait, je m'en foutais de ce qui se passait autour. Respire, tourne les bras, avance, tant que t'avances, tout va bien. Mm. C'était vraiment ce truc-là et on parle de mindset et ça se construit au quotidien. C'est c'est juste avant de se coucher, moi tous les soirs, je me dis OK, qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu peux améliorer?
Et, et c'est dans cette quête perpétuelle de feedback que j'ai demandé aussi à mon équipe autour de moi pour pouvoir me donner la possibilité de pouvoir progresser rapidement et surtout de m'entourer de gens plus smart que moi. Il y a les gens qui sont venus autour de moi sont des gens qui connaissaient et qui maîtrisaient ça. Et donc, en fait, qui sont Hmm. allés me donner leur savoir et leurs compétences. Par contre, j'ai validé un truc, c'est qu'ils n'allaient pas faire un copier-coller avec moi. C'est qu'ils allaient suradapter à qui j'étais et suradapter le discours et surtout qu'on passe du temps ensemble et qu'on se marre, quoi. Voilà, pourquoi s'embêter à faire un truc comme ça si tu te marres pas et si tu vas pas prendre du plaisir, même si j'ai eu des entraînements qui ont été euh, très costauds, très très costauds. Wow, ok. Cool. Bah, merci beaucoup pour ce partage en tout cas. Et bravo. Bravo aussi, j'ai envie de Merci. te dire, même si ça fait maintenant 3 ans et que tu as reçu plein de félicitations, mais c'est toujours bien. Voilà, franchement, bravo. C'est remarquable. Et si tu avais 3 conseils ou quatre, ce que j'ai l'impression que tu as plus ou moins dit, mais qui récapitule tout ce que tu viens de dire depuis le début par rapport au mindset, etc. En plus d'une préparation physique quand on veut faire quelque chose comme ça, un exploit ou voilà, au niveau physique, mais ce qui peut s'appliquer aussi très bien dans l'entrepreneuriat. Tu as parlé Ouais. de visualiser, tu as parlé de méditer, tu as parlé de respirer. Là, tu viens de parler de tous les soirs, tu fais ça. Si tu devais récapituler finalement un peu tout ce que tu as dit dans ce podcast en 3, 4 conseils, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je vais commencer par un truc que j'ai pas dit, mais en fait, faut faire attention à la hype. Faut faire attention à la hype de il y a ça, faut faire ça, il se passe ça, comme tout le monde veut faire un marathon, comme tout le monde veut faire ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu m'as posé la question tout à l'heure sur la partie maçonnerie et sur la partie bâtiment. Moi, j'ai adoré faire du bâtiment, mais c'était pas fait pour moi. En fait, à un moment, la responsabilité, c'est d'aller voir ce qui nous plaît réellement. Moi, la manche, c'est un truc qui me faisait vibrer, en fait. Tu pouvais me dire ce que tu veux. Le coaching, c'est un truc qui me fait vibrer. En fait, je ne fais plus de trucs qui me font plus vibrer. En fait, je ne peux plus le faire. Je l'ai pas trop fait. Je le referai s'il y a vraiment un besoin imminent. Mais voilà, ça c'est quelque chose d'hyper important. Donc, faire attention à la hype de ça. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aussi en coaching de manière générale. C'est que comme on a beaucoup été aidé, ça nous a beaucoup poussé, on trouve ça incroyable, on a envie d'aider les gens et bien sûr que c'est le plus beau métier du monde et qui est incroyable. Moi, j'adore. Sauf que est-ce que c'est réellement fait pour nous? Est-ce que c'est ce qui nous fait vibrer? Est-ce que dans 40 ans, dans 50 ans, ou est-ce que tu as envie de laisser un legacy autour de ça? Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Et donc la question, elle est, est-ce que tu as envie de laisser un legacy de ce que tu veux faire? Moi, la manche en était un, moi, le coaching en est un. Moi, dans mes lectures, ça en est un. Enfin, voilà. Le deuxième conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est en fait tester et itérer. Tester et itérer des trucs de développement personnel encore plus maintenant. L'avènement du web a fait qu'il y a énormément de techniques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se fait taper dessus parce que tout le monde pense qu'il faut se lever à 6 heures du matin et tatati, tatata. En fait, il faut arriver à trouver ce qui nous va foncièrement, mais tu ne peux pas le faire si tu ne testes pas et que tu n'itères pas autour de ça. Et pour moi, l'itération et l'exploration est l'une des meilleures choses à faire. Et donc, euh, si je parle de développement personnel, arrêtons le développement personnel hors sol et donc pour soi-même, donc se connaître, arriver à se découvrir très bien. Mais pour moi, l'acte d'entreprendre, l'acte de monter sa carrière dans sa boîte, ou l'acte d'aller chanter une chanson sur une scène, pour moi, va aller t'emmener à aller regarder ça et à aller vivre. On peut écrire tout le système de valeurs que tu veux, si tu ne vas pas le vivre en direct, tu ne seras jamais. Donc pour moi, le deuxième truc, c'est vraiment ça. Euh, et le troisième conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est que moi, j'aurais voulu pouvoir me mettre beaucoup plus tôt dans cette dynamique. Vraiment, de me dire, OK, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de traverser la Manche, j'ai envie de développer des trucs comme ça. Mais en fait, il faut embrasser aussi son passé. Et moi, je remercie, pas tous les jours encore, mais je remercie vraiment de tout ce qui a pu se passer, de ces moments de souffrance ultime que j'ai pu avoir, des gens qui étaient là dans ma vie et qui ne le sont plus maintenant. Je dis pas que j'ai une gratitude incroyable, ça serait de mentir. Il y a un dark side autour de ça. Mais c'est juste d'embrasser ce truc-là. Vraiment, mon troisième conseil, c'est d'aller embrasser et d'aller vraiment jeter un coup d'œil au fond
d'aller jeter un coup d'œil à ce truc qui peut être des fois dark, dégueulasse, et sur lequel on peut porter un jugement vraiment hyper fort, mais il y a une matière incroyable de développement personnel. Et ça, moi, c'est vraiment le troisième conseil que j'adore, c'est d'aller voir son ego, d'aller voir pourquoi on veut faire ça, d'aller voir pourquoi on veut réaliser ça, pourquoi on veut être le premier dans là-dedans, pourquoi on veut faire ça. Parce que ce truc-là, en fait, peut être un moteur, mais aussi peut être un frein. Et vraiment de mettre cette espèce de dark side, tu vois, avec de la lumière derrière Roman, mais c'est vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ça, quoi. Hmm. Voici les trois conseils que Ouais. je pourrais aller donner, et quatre, de kiffer, quoi. Ça sert à rien. Enfin, moi, le kiff fait partie de ma vie. Je dis pas que je fais que des trucs kiffants, mais en tout cas, juste de Hmm. trouver les leviers de kiff, ou de m'entourer de gens qui vont kiffer des choses que je n'aime pas faire. Ça, Ouais. c'est C'est cool. Ouais. Super conseil. Merci beaucoup. J'ai envie de te poser une question un peu différente pour clôturer ce podcast que je pose écoute. normalement à mes invités. Je parle souvent quels sont vos mentors, des choses comme ça. Mais toi, j'ai envie de te poser une question différente parce que quand même, tu vois, je fais du coaching et de la formation en prise de parole en public. Et comme tu as participé à un TEDx, du coup, je voulais juste avoir ton retour d'expérience sur ça. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu étais à l'aise avec le fait de prendre la parole en public dans un TEDx et de raconter ton histoire? L'entrepreneuriat m'a très vite fait comprendre que le pitch est une arme de destruction massive. En fait, j'arrivais avec un sujet pour les seniors face à des mecs qui avaient des projets ultra sexy, mais je les démontais parce qu'en fait, j'arrivais à connecter très rapidement. Moi, le TED, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'expérience TEDx. L'expérience TEDx, tout ce qu'il y a autour, c'est un truc que je regarde depuis longtemps, c'était un rêve personnel. Mais moi, j'ai pas aimé l'expérience en tant que telle parce que je n'arrive pas. Le full descendant pendant 17 minutes dans un endroit contraint avec un texte qui doit être grosso modo su et appris, c'est pas mon truc. C'est pas moi. Moi, j'ai besoin de sentir la salle, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de comprendre comment ça vibre, j'ai besoin voilà, et je structure dans ma tête et je sais comment aller. C'est une très belle expérience. Vraiment, c'était une très, très belle expérience. J'en ai même fait deux. J'en ai fait un autre à l'INSA, mais avec le Covid, j'ai dû le faire derrière mon ordinateur, sachant que ça n'a pas été facile de pouvoir tourner. Donc, pour moi, la prise de parole, c'est un truc qui m'éclate, en fait. J'adore pouvoir rentrer sur scène, et j'adore ce filet de non-sécurité qu'il peut y avoir derrière ça. Et ça, je l'ai très vite appris. Et pour ça, j'ai fait du tas d'impro, en fait. J'ai compris qu'il fallait que je mette ça dans ma besace, parce que si je ne maîtrisais pas ça, je n'arriverai pas à faire du coaching en live, j'arriverai pas peut-être à aller capter, par exemple, dans mes programmes d'intrapreneuriat, comment être meilleur. Et ben en Hmm. fait, ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important. C'est que je vais aller les toucher avec de l'émotionnel, je vais aller toucher avec ce qu'il y a dans mes tripes. Et c'est un truc que mon père m'a laissé. C'est que moi, j'adore être un caméléon, et c'est ce que j'aime dans mon job, c'est que je peux aller dans un lycée le matin, en prison à midi, et le soir être pour LVMH. En fait, ce que j'aime là-dedans, c'est que je dois adapter mon discours, et c'est pas aux autres de faire l'effort, c'est à moi de faire l'effort de m'adapter. Et en fait, la lecture m'emmène à avoir un panel incroyable. Et c'est ce qui fait la beauté du coaching, et c'est ce qui fait la beauté de la prise de parole de manière générale. Ouais. Donc voilà, je t'ai pas répondu que sur le TEDx de manière Non, mais oui. générale. Pour moi, ça n'a pas été game changer. J'ai fait des salles même plus grandes que le TEDx, mais c'est pas. C'était très cool. J'ai adoré l'expérience, mais c'est pas moi, quoi. En tout cas, c'était pas moi. Mon TEDx, je l'ai trouvé foiré, et j'ai pas adoré. J'ai pas vraiment aimé ce truc parce qu'il y a eu plein de Hmm. coupures, plein de montages, Ouais, je vois. et ça me correspond pas. Ouais, ok, bah merci de ton partage. Et en tout cas, ouais, c'est cool. Tu sais, des fois, ça fait un peu effet miroir ce que tu dis. En tout cas, l'effet caméléon, le matin, ce matin, j'étais en école, là, je suis en interview avec toi, j'étais en coaching avant, et puis ce soir, je prends une autre casquette encore. Enfin bon, donc c'est la passion de nos métiers. Merci en tout cas pour cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver, travailler avec toi ou te rencontrer? Yes, j'ai un site internet, gregor-osbold.fr. Très simple. Sinon, Insta, gregoz coach. Là, tu peux commencer à me trouver. Je commence vraiment à poster, et pareil, professionnellement, LinkedIn, Gregor Osbolt. C'est là où tu peux me trouver. Envoyez-moi des messages, venez partager c'est quoi votre manche à vous, c'est quoi qui vous fait vibrer. En fait, voilà, je pense que la vie est faite pour ça. C'est pour aller vibrer sur des trucs qui nous font kiffer grave. Donc, Ouais. voilà, c'est là où tu peux me retrouver. Ok, merci à toi. Et vous pouvez aussi le retrouver à Paris puisqu'il vient de s'installer et apparemment il connaît pas Ouais, grand monde. Donc allez le voir, allez boire des cafés grave, avec lui à Paris. Et grave. puis, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci de l'invitation, Fanny. C'était très cool.
et puis à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.